Salut tout le monde, bienvenue une fois de plus, Serge Doudi, et bienvenue pour cet échange autour des calculs élastoplastiques sous RSA Pro. Les calculs élastoplastiques, nous le savons tous, abordent les notions de dimensionnement de construction basées sur l'air charge plastique ultime, et ces méthodes s'appliquent essentiellement à la construction en acier doux. Mais il convient aussi de spécifier, voire de noter que les notions de calcul plastique peuvent être utilisées même seulement moyennant de sérieuses précautions en béton armé et en béton précontraint. Et la logique de l'analyse, c'est que nous avons ici d'une part l'analyse élastique, nous avons l'analyse élastique et d'autre part nous avons l'analyse plastique. Le principe de ces deux méthodes, c'est que ici nous avons une action qui crée, qui nous permet de définir des sollicitations de moment, l'effort tranchant, nous avons l'effort normal. Et de ces éléments, nous pouvons définir notre contrainte, et cette contrainte est inférieure par rapport à la limite caractéristique liée aux matériaux et à ces éléments. Mais cependant, dans les calculs plastiques, nous avons tout le contraire qui s'est fait. Nous avons la contrainte définie avec la limite caractéristique de l'élément par rapport à ses matériaux et ses constituants est inférieure à l'action. Nous allons partir sur ces principes élémentaires pour nous allons concilier en fait la théorie et la pratique au moyen du logiciel RSA Pro. Nous allons voir toute la démarche ensemble, comment mener à bonne fin et quelles sont les hypothèses sur lesquelles se base l'analyse sous RSA Pro. Nous allons voir ensemble. Nous savons également que l'analyse élastoplastique associe en fait cette analyse non linéaire géométrique du second ordre avec l'analyse matérielle. En effet, si nous considérons par exemple le principe d'analyse, on nous permet de bien spécifier que par rapport à la loi du comportement de l'acier doux, nous avons si nous essayons de l'observer sur un diagramme contrainte, déformation, nous avons la loi est telle que nous avons pratiquement ça. Nous avons pratiquement ça, où à chaque niveau, nous avons la limite d'élasticité et nous avons notre limite de rupture. Et de là, nous avons la déformation élastique. Là, nous avons notre déformation plastique et notre déformation ultime et puis notre déformation à la ruine. Nous avons en fait ces comportements-là pour l'acier doux. Et ces comportements peuvent être rendus idéal, voire idéalisés sous plusieurs formes. Nous avons par exemple l'idéalisation élastique. Sur ce qui est de l'idéalisation élastique, nous avons toujours par rapport à la loi des comportements de l'acier doux, nous avons les contraintes qui sont proportionnelles, aux déformations, seulement que là, nous avons un cas là où nous avons ça. Et pour l'idéalisation, ça c'est l'idéalisation élastique. Et pour l'idéalisation élastique plastique, la loi du comportement de l'acier doux se présente comme suite, où nous avons en fait, au départ, nous avons notre courbe
faisait ça, la courbe des comportements. Cette courbe rendue idéale au moyennant, rendue idéale qu'ensuite, qui nous permet en fait d'étudier et d'avoir l'effet décruisage. L'effet décruisage à ces points. Nous allons aborder tout ça. Là, nous avons l'idéalisation élastique plastique. Et nous avons enfin l'idéalisation rigide plastique. Idéalisation rigide plastique. Sur ce qui est de l'idéalisation rigide plastique, la loi des comportements de l'acier doux est définie telle que nous avons notre courbe idéalisée de la sorte. Idéalisée de la sorte. Notre élément est idéalisé de la sorte. Alors, sur ce qui est de principe pris en charge par le logiciel RSA Pro, il convient de noter que le calcul non linéaire dans RSA Pro d'élastoplastique est valable pour les ossatures, disons les portiques plans, les portiques spatiales, ou il y a aussi les grillages. Vous pouvez faire ce type d'analyse, c'est valable. Et il y a aussi un autre élément, les seconds points qu'il faudrait connaître, c'est que les contraintes normales des efforts axiaux et les moments de flexion sont prises en compte, cependant que les contraintes tangentielles causées par les efforts tranchants et les moments de torsion sont négligés. Le troisième point à prendre en considération, c'est que cette analyse n'est dispo que pour les barres en acier doux sous robot. Et puis, le quatrième point qu'il faudrait noter, c'est que les sections des éléments sont composées uniquement de matériaux homogènes. Donc, RSA Pro ne prend que en charge les sections constituées des matériaux homogènes. Et puis, cinquièmement, il faudrait savoir que les modèles du matériau est symétrique en compression, en traction et élastoplastique par écrasage. Alors, sur ce qui est des éléments symétriques, des modèles de matériaux symétriques, nous avons en fait cette notion de flexion pure plastique d'une section à double symétrique. Sur ce qui est de la flexion pure d'une section à doublement symétrique, ce que nous devons savoir, c'est que le déformation dans les fibres extrêmes finit par être tel qu'on entre dans les domaines de l'écrasage jusqu'à atteindre la déformation des ruptures. Alors, si je peux bien illustrer les cas, je peux faire un diagramme où nous avons un matériau doublement symétrique. Nous avons un matériau doublement symétrique. Alors, comment s'expriment ces comportements? Si je prends par exemple un profilé I, par exemple, je prends un profilé I. Alors, suite à sa symétrie, sa double symétrie, nous avons en fait un effet comme ça, une déformation qui s'est fait de la sorte, qui est évaluée par superposition des effets. Donc, si je prends ça, j'ai pratiquement ça, plus je dois prendre la déformation totale dans son ensemble, donc plus pratiquement ça,
plus pratiquement ça, toute cette partie, et je vais soustraire avec la petite portion là. Voilà. Alors, dans ces faits, la loi de moment courbure, à cet effet, s'exprime comme de la sorte, où nous avons le moment qui est donné par M élastique, et plus le moment plastique, moins rupture, ce qui conduit à ce que nous avons en fait FY VD plus FY Z du plastique moins FY ZD, qui est obtenu en fait par superposition de faits avec la loi moment courbure. Et ce qui définit l'effet de l'écrouissage, si nous faisons une analyse du comportement sur les diagrammes charge limite et puis limite d'élasticité, nous avons pratiquement un diagramme qui s'exprime de la sorte, où nous avons normalement, nous avons ça, avec cette allure, où si nous idéalisons une ligne droite ici, nous faisons ça, en fait, nous remarquons que nous avons une charge, une P limite expérimentale, dite expérimentale, à ces points-là, P lim expérimentale. Et si nous allons plus loin, nous observons que notre courbe tend à s'écarter de l'idéalisation, cet endroit. Et si nous suivons avec ces points d'inflexion, nous suivons notre courbe de la sorte, nous voyons qu'il y a l'effet, qu'est-ce qu'on appelle ici l'effet d'écrouissage, qui crée ces petits décrochements entre la courbe idéalisée ici et la ligne, la suite logique en fait suivant le point d'inflexion de cette courbe. Nous avons en fait cet élément là. Et sixièmement, ce qu'il faudrait connaître par rapport au logiciel, toujours au principe d'utilisation du logiciel robot par rapport à cette analyse. Le sixième point, c'est que l'analyse peut être effectuée sur base des données des sections assez paramétrables définies par l'utilisateur. Donc, vous pouvez aller vous-même définir les paramètres d'analyse non linéaire. C'est simple, il suffit d'aller sur Outils, vous avez Préférences de la tâche, vous allez sur Analyse, vous avez Analyse non linéaire. Vous pouvez définir vos propres valeurs d'utilisateur, par exemple la définition des éléments d'analyse élastoplastique et tous ces autres paramètres. Donc vous pouvez définir vous-même les divisions en fait des éléments élastoplastiques vous-même. Et septièmement, ce qu'il faudrait connaître par rapport au logiciel, c'est que l'analyse élastoplastique ne peut être effectuée que pour les barres à inertie, ne peut être effectuée que pour les barres à inertie invariable. Donc pour les barres à inertie variable et puis les barres sur sol élastique, Winkler, ne sont pas prises en charge, en considération dans les calculs élastoplastiques sous robot. Donc ce sont là quelques éléments qu'il faudrait savoir par rapport aux analyses élastoplastiques, par rapport au logiciel robot RSA Pro. Et au-delà de ça, ce qu'il faudrait noter de plus, c'est que l'analyse élastoplastique est effectuée à plusieurs niveaux, au niveau des éléments, au niveau de sections, au niveau des matériaux. Sur ce qui est deux éléments, je m'en vais illustrer ça. Je prends les cas d'une poutre, d'une barre en I. Alors, le calcul des tas de contraintes pour chaque élément est effectué au minimum à 3 points. Alors, c'est pourquoi RSA utilise en fait
la quadrature de Gauss de troisième degré. En fait, si vous avez votre élément ici, chaque élément où nous avons deux semelles et lames, c'est divisé en trois parties. Si je peux donner les épaisseurs pour bien illustrer ceci. Donc, nous avons trois zones. Il crée trois zones là. Là également, il crée trois zones. Donc, les calculs sont effectués. Trois zones au niveau de la semelle, trois zones au niveau des lames. Alors, pour ces, nous allons créer un élément adapté. Nous allons insérer tout ce qui est paramètres d'analyse élastoplastique pour notre application. Nous avons choisi, pour illustrer et concilier la théorie à la pratique, nous avons choisi une application où nous aurons, par exemple, nous aurons ceci. Nous aurons une poutre telle qu'est définie avec une charge qui nous appelons qui va définir à 20 kN par mètre, et chaque fois par rapport à nos travées nous avons L1, L2, L3 avec L1 égale L2 égale L3. Le tout nous prenons à 4,5 mètres, 4 mètres 50 cm. Donc sur C, nous prenons un IP 120. Nous allons étudier les comportements d'IP 120. Sur C, qu'est-ce que je fais? Je vais sur le logiciel. Je vais aller d'abord vérifier au niveau de mes éléments, au niveau de mon analyse. Je vais aller sur analyse. Sur analyse, je vais sur type d'analyse. Sur type d'analyse, je vais dans modèle de structure. Je me rassure par rapport barre oblique ou barre, j'ai choisi barre verticale / horizontale. C'est coché. Et je dois également me rassurer par rapport ici, par rapport à définition des cas initial pour les analyses non linéaires est bel et bien coché. Et ici, je laisse pour le cas de tolérance pour la création des modèles de la structure, je laisse automatique. Une fois fini, je peux soit fermer ces tableaux, soit je le laisse. Mais maintenant, ce que je vais aller faire sur préférence de la tâche, comme nous avions vu tantôt, préférence de la tâche, analyse non linéaire, je peux gérer ici par moi-même les divisions des éléments. Je peux gérer, je laisse automatique et je fais OK. Et par rapport, toujours maintenant, par rapport au matériau, par rapport à mon IP 120, je vais aller prendre IP 120 comme toujours. Je prends acier avec limite d'élasticité. C'est moi qui choisis si j'utilise S235 ou S355, ainsi de suite. Moi, je prends un S235. Catalogue UTA, je vais aller prendre IPE. J'ai choisi IPE, je prends IPE. Je prends IPE, je choisis IPE 120. Je coche les paramètres analyse élastoplastique. Je vais aller sur analyse élastoplastique. Division, nous avions dit au minimum c'est 3 points. Je vais faire 3. Et là également, je mets 3. Sur les modèles de matériaux, je mets élastique, plastique, idéal. Nous avons vu comment étaient les comportements, comment était par rapport à la loi des comportements, l'idéalisation élastoplastique. Et j'ai choisi élastoplastique. Et je vais au niveau des paramètres ici, je laisse mode de déchargement élastique. Alors par rapport au mode de déchargement, il convient de voir, parce que le mode de déchargement également est très important par rapport au comportement de notre élément à l'analyse élastoplastique. Je m'en vais illustrer ça. Pour ce qui est des comportements
des modes de déchargement plutôt élastiques. Comment ils s'effectuent? Les modes de déchargement élastique s'effectuent de la sorte où j'ai cette allure. Les déchargements élastiques s'effectuent de la sorte. Cependant, les déchargements plastiques, donc par rapport au déchargement élastique, les retours est effectués sur les mêmes chemins. Par contre, au niveau des déchargements plastiques, le retour n'est pas effectué par les chemins élastiques initial, par les chemins initial. Donc j'ai pratiquement cette allure où les retours est là avec un coefficient alpha pris évalué à 1. Et puis par rapport au retour par endommagement, au déchargement par endommagement, je dirais, on aura pratiquement ce type de déchargement où nous aurons un retour au niveau à la position initiale où alpha est évalué à 0, déchargement par endommagement. Et puis, nous avons les déchargements mixtes. Et pour ce qui est de déchargements mixtes, en fait, les retours s'est fait sans un chemin en fait intermédiaire entre plastique et c'est fait dans un chemin intermédiaire entre les déchargements, les chemins empruntés par les déchargements élastiques et puis les chemins empruntés lors des déchargements par endommagement. Donc j'ai ceci. Alors nous avions vu que par rapport au déchargement plastique, nous étions là. Par rapport au déchargement par endommagement, nous revenons à la position initiale. Et maintenant, par rapport au déchargement mixte, nous revenons à une position intermédiaire entre... alors, pour ce qui est de notre cas, nous allons en fait prendre le mode de déchargement. Prenons le déchargement élastique, donc les mêmes chemins d'aller, soit les mêmes chemins en fait de retour. Une fois fini, je fais OK, je fais ajouter, j'ai ajouté, j'ai mon élément qui est là. Je m'en vais à cet effet procéder à ma modélisation. Nous avions dit, nous avions trois travées, les 4,50 m. Je m'en vais rapidement créer ces modèles. 4,5. Appliquer. Alors, je m'en vais créer ces modèles. Je vais prendre barre. Je choisis mon élément IP 120 plastique. Premier, second, troisième. Alors, je m'en vais créer mes appuis. Nous avons une rotule et des appuis simples. Une rotule et puis des appuis simples. Je m'en vais sur appui. Je vais placer rotule sur appui 1. Et puis, les appuis simples sur 2 à 4. Alors, une fois fini, je m'en vais définir les cas de charge. Je génère au prorata de la structure du poids propre et j'ai fait qui sert, que j'appelle
ajoute. Le cas des charges créées, je m'en vais en fait la définir. Je prends Kika, je me dis barre. Nous avions dit pour l'application que c'était 20 kN par mètre linéaire. Qu'est-ce que je fais? Je prends moins 20, ajouter pour toutes les barres de 1 à 3. Je fais appliquer. Je peux vérifier j'ai bien pris la valeur exacte. OK. Alors, une fois fini avec la modélisation, nous voyons que pour notre élément, nous avons un système qui a un degré d'hyperstaticité 2, parce que vous avez en fait plusieurs possibilités de... Nous pouvons faire la comptabilité, en fait, évaluer les degrés d'hyperstaticité en comptant juste les appuis intermédiaires, soit le nombre de réactions, 3, tout ce que vous pouvez. Nous avons un système de degré d'hyperstaticité HIP égale 2, ce qui signifie que nous aurons 3 rôtilles plastiques. Le nombre de rôtilles plastiques qu'il faut, c'est H plus 1. En réalité, ce qui signifie qu'il y aura une rôtille plastique qui va se créer simultanément ici par ces éléments symétriques. Il y aura d'autres rôtilles plastiques là qui vont se créer simultanément et une troisième rôtille plastique qui va se créer là. Donc j'appelle 1, 1, 2, 2 et 3. Ceci dit, nous allons maintenant passer aux paramètres d'analyse. Je vais sur analyse, je vais type d'analyse, sur type d'analyse, je vais sur paramètres. Sur paramètres, je vais d'abord m'assurer de choisir les cas des charges qu'il nous faut. Je vais sur paramètres. Sur paramètres, je vais cocher, me rassurer d'avoir coché P delta. Et je vais sur paramètres de l'analyse. Sur ce qui est des paramètres de l'analyse, je vais aller numéro d'incrémentation, je peux laisser, ou je peux aller au centième recherche, donc je prends 200. Les numéros d'itération maximale, je peux aller par 2, donc je prends 100. Sur ce qui est des nombres de réduction de la longueur d'incrément, je peux faire 2. Et puis, sur ce qui est des coefficients, je laisse. Et puis, les nombres maximales de correction BFGS, j'ai mis 0. En fait, le BFGS, c'est en fait la méthode de Broyden, Fletcher, Godiard et Chanot qui nous permet en fait de résoudre les problèmes d'optimisation, d'analyse non linéaire et puis sans contrainte. Et elle permet de corriger en fait la direction des algorithmes. Nous n'avons pas besoin de ça. Je vais me rassurer de cocher ici, mettre à jour la matrice après chaque itération et puis enregistrer les résultats et tout. Je garde la tolérance, je fais OK. Et une fois fini avec les paramètres, donc je peux à cet effet lancer les calculs. Donc je vais faire OK. Je vais lancer les calculs. Une fois qu'il me donne, c'est pour moi je fais échappe sur clavier pour qu'il puisse continuer avec les itérations. Le calcul fini, je peux fermer l'onglet de calcul. Je vais aller visualiser tout ce qui est résultat. Je vais sur résultat, je vais avancer. Je vais voir en fait les diagrammes. Sur ce qui est des diagrammes, je peux faire ajouter. Sur ajouter, j'ai nodal, je vais prendre incrément. Je vais ajouter mon incrément. Je vais l'ajouter. Et puis je vais sur barre et poutre. Je vais prendre MY. L'incrément en position de la poutre, je prends les premiers éléments, donc la première poutre, à sa moitié, j'ajoute, et puis je prends position. Je vais. C'est mieux de s'assurer que vous avez pris la position relative pour que même si vous changez de travée, il puisse tenir compte de tout ça. Je me rassure que position relative est bel et bien couchée. Je peux moi-même changer des colorations ici pour
bien identifier ça par rapport à ce qui est déjà choisi. Je coche MY, je vais ajouter. Oh, toujours les mêmes problèmes. Ajouter. Je prends pour très bas, MY, élément 1, position relative. D'accord, je change de couleur. Je prends celle-ci. Élément, position, MY. Ok, je fais ajouter. Et cette fois-ci, je prends un 100 milliers. Je fais ajouter également. Qu'est-ce que je fais sur axe horizontal? Je prends incrément, je l'ajoute. Sur mes axes verticaux, j'ajoute MY par rapport au milieu, puis à la fin. Et une fois fini, je fais appliquer. Et voilà, j'ai mes diagrammes pour observation de ce qui est, comment s'effectue tout ce qui est rôti plastique et autres. On voit bien, on sait bien voir en rose, là c'est, il y a un travé et puis un travé et puis sur appui. Comment les comportements, comment on sait voir la courbe la courbe de plastification, on sait la voir ici. Et toujours dans la même logique d'observation des résultats, j'ai pu venir une fois de plus, résultat, je viens ici sur non-linéarité et puis la plasticité, je vais historique des plasticités, je vais sur valeur, je sais voir par rapport au cas 2, je sais voir le coefficient de charge et les coefficients de plastification et je sais voir déjà que ici, déjà à ce niveau ici, il y a déjà les débuts de plastification. 0,033 et puis avec un coefficient de plastification 0,61. Et si je m'en vais faire une comparaison avec une méthode manuelle, qu'est-ce que je ferai dans ces cas? Je sais que par rapport à cette poutre, par rapport à la poutre telle qu'est définie, si j'utilise les modèles de Clapeyron, donc je prends la méthode de 3 moments, j'ai MA égale MB sur appui où j'ai pratiquement PL carré sur 12 moins PL carré sur 10. Et si je dois évaluer en fait les moments entravés, les moments max et autour, c'est que je vais prendre le moment, je fais, par exemple là, je peux créer un tableau, j'appelle travé. Et là, j'appelle moment max. Et d'autre part, j'appelle par exemple PU. Au niveau de la première travée, en travée, j'ai par exemple là DPL carré sur 25. Au niveau de la deuxième travée, j'ai pratiquement PL carré sur 40. Et au niveau de la troisième travée, j'ai pratiquement DPL carré sur 25. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'en termes de la charge limite par rapport à ces éléments-là, nous avons 25 fois les moments plastiques sur 2L carré. Et là, nous avons 40 fois les moments plastiques sur L carré. Et enfin, nous avons 25 moments plastiques sur 2L carré. Ce qui signifie quoi? Je vais aller dans mon abac. Comme nous avons utilisé les IPE 120, nous savons que les moments plastiques, il est donné par FY, ZF. Je vais aller sur les tableaux, la BAC. Je peux trouver en fait les moments plastiques définis pour
mes éléments IPE. Je peux prendre S235. Je vais aller prendre MYRD. Je suis là, IPE 120. Puis, pratiquement, j'ai MYRD qui est 37,0. Et puis, MZRD qui est défini par IPE 120, 18,1 kN/m. Je prends 18,1 kN/m. Ceci dit, si je suis par exemple au niveau des appuis, pour ce qui est des plasticités à ce niveau-là, qu'est-ce que je fais? J'ai PU qui est égal à 10 M sur L carré. Donc, je vais prendre cette valeur. On va calculer plastique. Donc, nous pouvons en fait maintenant prendre la valeur par exemple là, comme on a utilisé les IPE 120, nous pouvons venir au niveau de la bague, nous prenons les moments plastiques. Nous voyons que IPE 120 a un moment plastique. Là, nous avons 18,1 et nous pouvons, à partir de ces éléments, définir maintenant la charge ultime des ruptures qui cause, qui amène, qui induit une plastification de notre poutre. Ceci peut être vérifié autrement. Comment? Je vais aller, nous avons vu que l'apparition des premiers rotules plastiques, c'est déjà à partir de ces niveaux. Qu'est-ce que je vois? J'ai un coefficient de plastification qui est évalué à 0,61. Qu'est-ce que je fais pour vérifier? Manuellement, je peux déjà voir l'apparition, à quel moment l'apparition a commencé. Donc, je prends le 20 kN par mètre linéaire que nous avons utilisé, multiplié par les coefficients de plastification 0,61. Ceci me donne pratiquement 12,2. Et quand nous comparons avec la valeur donnée par robot, nous voyons MY qui a pratiquement 13,36, donc qui est pratiquement, vous voyez l'écart, il est en deçà de 15%. Donc, quant à moi, c'était en fait ça, le sujet du jour. Partage comment faire et procéder à l'analyse élastoplastique sous robot et concilier ces théories et ces différents échanges par un exercice pratique. Donc, quant à moi, je vous dis merci et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour bénéficier des éventuelles astuces dédiées aux outils et à l'utilisation de produits Autodesk. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.